facile. J'ai demandé à Laura Le Sueur, fondatrice de Legend Daily, de nous donner une masterclass sur le leadership. Alors Laura, on est leader ou on le devient ? Ma chère Laura, je suis trop contente de t'avoir. Merci. Avec ce sourire qui te caractérise bien, légendaire, hein, comme ton podcast Legend Ladies, tu vois, ce jeu de mots là que je suis allée chercher loin. Eh oui, exactement. Comment tu vas ? Bah écoute, très bien, ravie d'être là, Absatou, merci. Ouais, je suis très contente de t'avoir pour parler aujourd'hui d'une thématique qui me tient à cœur, le leadership. Mais avant ça, tu vas me raconter quand même qui tu es, ce que tu fais, parce que j'ai l'impression que tu dors pas beaucoup, t'es un peu comme moi, non ? Je pense qu'on partage ça, entre autres choses. Ouais, je te confirme. Non, je dors, allez, à peu près 6 heures par nuit, ça reste convenable. C'est convenable, ouais. Voilà, mais je suis habitée, c'est vrai, par ce que je fais. Pour synthétiser, je fais 2 choses, au-delà d'être maman, qui est aussi un job à temps plein. Temps plein. Tu le sais. Plus que temps plein, il y a des heures sup. On est d'accord, ça ne s'arrête jamais. Et donc, en fait, moi, j'ai créé Legend Daily, qui est mon entreprise, légende personnelle au quotidien. C'est des formations et des conférences en entreprise sur différents sujets, dont le leadership. Et en parallèle, j'ai créé ce média ça a commencé par un podcast par lequel on s'est connus. Ouais. Et ensuite une émission et d'autres choses qui en découlent qui s'appelle Legend Ladies sur l'ambition et notamment l'ambition féminine. Ouais. Alors c'est justement moi là-dessus, c'est ce qui m'a donné envie de te recevoir aujourd'hui, c'est cette énergie incroyable qu'on a partagée au moment où on a vécu ensemble ce podcast. Complètement. Je voudrais que tu me parles du leadership selon Laura, parce que alors c'est pas pareil que pour tout le monde. C'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est un mot qui a tellement été utilisé, voire même un peu... Il est usé un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. On l'entend partout, on sait plus exactement ce que ça veut dire. Donc t'as raison, je pense que pour m'être un peu penchée sur le sujet, c'est d'abord, je crois, donner envie d'être suivi pour 2 choses, pour sa vision et aussi pour son courage. Et parce que la vision et le courage, c'est 2 choses inspirantes. Là aussi, encore un mot qu'on utilise beaucoup. Et derrière la vision, on pourra peut-être en reparler, mais moi, ce que je mets derrière le courage, c'est un alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et ça, déjà, si tu donnes envie d'être suivi pour ta vision et pour ton courage, c'est pas mal. Donc moi, c'est un peu ma perception du leadership, c'est ça. Et alors, tu sais, tout de suite, allez, on va mettre les pieds dans le plat. Allez. Moi, je suis un peu agacée en ce moment, j'entends beaucoup parler du leadership au féminin. Ah oui. Quand j'entends la définition que tu viens de donner du leadership, ça appartient à tout le monde. Est-ce qu'il y a un leadership au féminin et un leadership au masculin ? Sérieux ? Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça m'agace un peu. Et en même temps, je comprends le sujet. Parce que si on regarde dans la perception de notre société, les leaders d'opinion, on a vu pendant la crise du Covid, tous les scientifiques, les chercheurs, c'était quand même beaucoup des hommes. Les leaders politiques, Édith Cresson, ça date de 1993, seule femme première ministre. On n'avait aucune femme présidente, donc c'est quand même majoritairement des hommes. Dans les écosystèmes de demain, les métiers du numérique, la tech, on sait que les fondateurs, c'est surtout des fondateurs et peu de fondatrices. Donc, ce qu'on associe au leadership, ce qui est un peu lié au pouvoir, c'est quand même majoritairement masculin. Donc, on va tendance à vouloir expliquer qu'il existe un leadership féminin. Alors, je te rejoins complètement. Pour moi, il y a des leaders, c'est les gens qui font, comme toi. Ouais. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Non, mais tu sais pourquoi je dis ça ? Parce que en parlant de leadership féminin, j'ai l'impression qu'il y a un leadership des forts et un leadership des faibles. Ouais. Tu vois, c'est là que ça m'ennuie un peu. De parler de leadership au féminin, c'est dire les femmes, elles sont encore une fois un peu des princesses, elles sont un peu douces, elles sont. Ouais. Sauf que c'est pas vrai. En fait, un leader, homme ou femme, il peut avoir des caractéristiques, semblables, absolument. Ouais. Exactement. On parle souvent de virilité. Moi, j'ai vu des femmes vraiment avec de la virilité. Bien sûr. On parle de douceur. J'ai rencontré aussi des hommes qui étaient particulièrement doux et des femmes qui ne l'étaient pas du tout. Donc, je trouve que c'est un mensonge, en fait. Ouais, simplement. Comme s'il y avait une sorte de leadership à double vitesse, alors qu'en réalité, je suis d'accord avec toi, c'est le leadership d'un individu. Et c'est l'énergie que tu mets derrière les projets. Ça peut être semblable à tous et à toutes. C'est l'envie, c'est l'action, c'est aussi l'exemplarité que tu as dans ton attitude. Donc, je crois qu'effectivement, ça n'a pas de sexe. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que le leadership, quand même, aujourd'hui, c'est pas exactement le même qu'il y a 10 ou 15 ans. Et donc, tu vois, la notion de droit à l'erreur, d'échec, qui est inévitable quand on est dans l'action, je trouve que en fait, le fait de s'autoriser à être vulnérable, ce que potentiellement une femme peut faire plus facilement de par notre éducation, parce que on est quand même d'une génération où on dit à un garçon « Oh, pleure pas, fais pas ta chochotte, fais pas ta fille ». C'est en train de changer, heureusement. Vrai, mais quand même, et du coup, oser être vulnérable et oser dire je peux me tromper ou accueillir ses émotions, c'est vrai que les femmes ont peut-être un peu plus
faut pas catégoriser, mais un peu plus de facilité à le faire. Mais c'est une nouvelle forme de leadership parce que voilà, être capable d'écouter, d'accueillir ses émotions, d'être vulnérable, c'est une nouvelle forme de leadership. Donc le leadership au féminin, finalement, c'est un peu un message politique. Ouais, oui, exactement, complètement. Plutôt un message politique, complètement. Mais qui est adressé aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire aussi que les femmes, c'est à elles de prendre aussi le pouvoir et pas attendre qu'on leur donne, en fait. Absolument, exactement. Faut prendre le pouvoir, il faut assumer son ambition, faut oser y aller, sans s'excuser et d'abord s'autoriser soi-même. Je pense que quand on s'autorise soi-même, les autres vont nous autoriser beaucoup plus naturellement parce qu'on est aussi ce qu'on renvoie aux yeux des autres. Alors, quand on parle en réalité du leadership au féminin, c'est plus politique qu'autre chose. Oui, complètement. C'est le fait de dire aux femmes, il faut y aller, il faut oser, et puis il faut s'autoriser à, parce que quand on s'autorise soi-même à être ambitieuse, à agir, à parler de soi, à porter ses convictions, les autres aussi nous renvoient une image qui nous permet d'être nous-mêmes et de y aller, d'incarner un leadership. Tu as vu que dans mon intonation, il n'y avait pas de point d'interrogation à la fin. C'était un point définitif. Ça veut dire que j'ai dit, voilà, les femmes, en fait, quand on parle de leadership au féminin, c'est politique. C'est vrai. Parce que je suis absolument convaincue de ça. Ouais. Je suis absolument convaincue que c'est politique. Et moi, je passe mon temps à essayer de convaincre les femmes, justement, qu'il y a un leadership tout court. Et que c'est vraiment attaché à la personne. Parce que je trouve que les femmes demandent trop encore l'autorisation d'eux. Et donc, pour moi, le leadership au féminin contribue, encore une fois, à tout ça. Mais bien sûr, complètement. Et donc, c'est à la portée de toutes, en fait. Personne ne naît leader. Ouais. On devient vraiment leader par des actions. Donc, en fait, plus on ose, plus on essaye. Évidemment, plus on apprend de ce qu'on fait sur le chemin, plus on construit le leader qu'on va être demain. Alors, c'est intéressant, tu dis qu'on ne naît pas leader, on le devient. Ouais. D'abord, comment on le devient ? Et est-ce que tout le monde peut le devenir ? Alors, je pense qu'il faut être honnête, c'est-à-dire qu'on est d'accord, il y a des personnalités, il y a aussi l'inné, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec la prise de parole qui est inhérente aussi au leadership, sinon c'est compliqué de transmettre un message. Mais c'est comme tout, je pense que ça se travaille, je pense que ça s'apprend. Et pour répondre à ta question, Absatou, comment est-ce qu'on le devient ? En passant à l'action. Tu sais, je crois qu'on a trop dit, et notamment aux femmes, réfléchir avant d'agir. Ok, mais moi je pense qu'il faut nuancer. Et parfois, on mériterait d'agir et de réfléchir, entre guillemets, après, toute proportion gardée, en se disant, j'ai essayé, c'est l'approche test and learn, j'ai essayé, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Si on passe notre temps à être que dans notre tête, on n'est pas dans nos actes, et on n'est pas dans nos paroles, et du coup, il se passe pas grand-chose. Donc, passer à l'action pour devenir leader. Quelles sont tes autres astuces, justement, pour devenir ce leader, pour développer ce leadership, puisqu'on le devient ? Ouais. Je pense que ça, c'est la quête pour moi d'une vie. C'est essayer en permanence de trouver le chemin de l'alignement personnel. Parce que je crois que ce qui rend inspirant, et un leader, ça se veut quand même inspirant, c'est se dire quand on voit quelqu'un, elle incarne ou il porte en elle un message et un alignement entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et si on réfléchit, il y a tellement peu de gens qui font ça. Ouais, c'est-à-dire que parfois, il y a un décalage entre tout ça. Une dissonance. C'est ça. Et ce qui rend la personne inspirante, je pense que c'est cet alignement, cette cohérence en fait. Une cohérence. Ouais. Donc, rechercher la cohérence, passer à l'acte, réfléchir entre guillemets après, toute proportion gardée, comme tu disais. Muscler cette audace-là. Et je dirais, troisièmement, essayer de se montrer exemplaire, mais attention, exemplaire, c'est pas parfait. Pour moi, l'exemplarité, c'est le fait, par exemple, d'essayer, donc de passer à l'action. Et puis évidemment, sur le chemin, on va pas tout réussir. C'est impossible. C'est le courage quelque part. Exactement. Ouais. C'est le courage de passer à l'action. Et oser dire aussi quand on s'est trompé, oser dire quand on doute. Être humain. Être humain. On peut pas être tout le temps à 100% de confiance. Ça, c'est des faux leaders, les gens qui ne doutent pas. Et puis voilà, pour moi, être exemplaire, c'est pas être parfait. C'est simplement oser assumer aussi ses doutes et sa vulnérabilité. C'est important ce que tu dis, parce qu'être leader, effectivement, c'est pas être parfait. Non. Mais c'est accepter de se tromper. Mais c'est finalement aussi, tu parles d'inspiration, mais c'est aussi quelqu'un que l'on suit. Voilà. Oui. Qu'on a, être leader, est-ce que c'est être capitaine finalement ? Oui, mais pas forcément un capitaine qui est toujours devant. Je pense que parfois ça peut être un capitaine, tu vois, qui est sur le côté, comme ça, un peu au milieu, entre guillemets, de l'équipe. Et puis parfois, selon les situations, il y a le leadership aussi situationnel. C'est une notion super intéressante qui demande d'avoir l'agilité, de parfois être devant en situation de crise, par exemple, parce qu'il faut montrer le cap. Parfois être à côté parce qu'il faut accompagner. Et une fois que tu as réussi ton boulot de leader et que les autres se déploient, bah, tu es plutôt derrière. Donc tu les regardes s'émanciper. Exactement, avec toujours un œil sur ce qui se passe, mais une autre vision, une autre perspective. Donc ouais, complètement. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça permet de resituer le leadership
dans son sens le plus profond, le plus vrai. On parle donc aujourd'hui du leadership qui fait qu'on te suit, qu'on t'accompagne, qu'on croit en toi, je parlais de capitaine parce que le capitaine d'une équipe, par exemple, de sport, c'est un peu ça. Le capitaine d'un bateau, c'est quelqu'un qui va amener à bon port le reste de l'équipage, mais grâce à l'aide aussi de l'équipage. Donc, est-ce qu'un leader, c'est quelqu'un qui accepte aussi de faire forcément en équipe? Oui, et c'est super important ce que tu dis parce qu'en fait, c'est rattaché à la notion de vision. Et évidemment, tu es obligé de faire en équipe parce qu'on n'est pas leader tout seul, on est leader avec les autres. En fait, ce que tu pointes, c'est super important. On est leader grâce aux autres et avec les autres et aussi pour les autres. Il faut avoir cette vision et ça, pas tout le monde peut l'avoir. Et c'est évident que le leader, s'il a bien une responsabilité, c'est celui de porter une vision, mais qui vient vraiment de ses convictions profondes. Sinon, il la portera pas longtemps. Il faut qu'il y croit. Voilà. Parce que tu n'emmènes personne si tu n'y crois pas. Pour être convaincant, faut être convaincu. C'est ça. La base. La base. J'aime bien cette phrase. C'est une punchline. C'est simple, hein. C'est simple, mais c'est ça. Pour être convaincant, faut être convaincu. Et est-ce que pour être chef d'entreprise, faut être forcément leader? Je suis pénible avec mes questions. Non, c'est des vraies questions. C'est pas évident. Honnêtement, je pense que oui. Je pense que oui, parce que si tu portes pas une vision personnelle et pour ton entreprise, et que t'as pas à un moment donné l'énergie et la conviction pour emmener les autres, et les autres, c'est pas forcément l'équipe. Quand t'es solopreneur, ça va être les potentiels clients, les partenaires, les potentiels investisseurs. Faut les embarquer à un moment donné. Si t'as pas cet enthousiasme et cette vision, et si t'es pas un minimum leader, c'est compliqué. Quand on parle de chef d'entreprise, on va aller peut-être plus sur le terme entrepreneur, parce que pour moi, un chef d'entreprise doit être aussi entrepreneur. Mais quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas justement cette fibre de capitaine d'équipe, ça veut dire que tu n'aimes pas être vu, tu n'aimes pas te montrer. Comment tu fais pour travailler? Est-ce que le leadership peut se construire grâce aux autres, comme on vient de l'expliquer, mais essentiellement avec les autres en restant dans l'ombre? C'est possible ça ou pas? Oui, c'est une bonne question. Parce qu'il y a les leaders de l'ombre aussi. Oui, il y a les leaders de l'ombre exactement. Et même si c'était plutôt un leader dominant, mais on voit que le leadership d'un Steve Jobs n'est pas le même que le leadership d'un Barack Obama, qui est encore différent d'autres leaders. Donc il y a évidemment différentes manières de l'exprimer. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être friand, d'être visible et de se montrer, mais il faut dans ce cas-là d'autant plus que les actes et notre attitude, même si on se montre pas et qu'on n'est pas friand de ça, illustrent quand même là vers où on veut aller. Il faut qu'à un moment donné, le message il soit clair et lisible. Et si c'est pas par la prise de parole, il faut que ce soit encore plus dans les actes. Parce qu'on je parle quand je te pose cette question, je pense aux leaders qui écrivent, qui vont écrire une vision, qui vont écrire des plans. Est-ce que c'est suffisant d'écrire? Parce qu'on peut avoir une très forte capacité justement à inspirer par l'écrit. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, être leader, c'est forcément accepter d'être en première ligne, d'accepter de se montrer dans une société où on est dans l'apparence beaucoup. C'est vrai. Est-ce que c'est pas... C'est vrai, ouais. C'est pas une problématique dans la définition même du leader. Est-ce qu'on peut pas être un leader discret? Tu sais, je pense qu'on peut être un leader discret, mais on n'englobera pas l'intégralité de ce que peut être le leadership. C'est-à-dire que ce que tu décris, c'est typiquement des leaders d'opinion, qui prennent la plume, qui ont des vraies convictions, qui les portent, mais si c'est à l'écrit et que ça se retranscrit pas dans un monde qui est celui, tu l'as dit, de l'image, et quand même de l'oralité de plus en plus. On est en pleine période d'élection présidentielle, ils vont convaincre par la parole. Qui lit vraiment les programmes dans le détail? Peu de personnes. Donc je pense qu'on peut avoir des leaders d'opinion, mais à un moment donné, si ça se retranscrit pas sur la prise de parole, on se limite d'une certaine manière. Donc on n'est pas un leader à 100% quand on se limite à l'ombre finalement. Voilà, c'est difficile. C'est difficile comme question. Parce que je pense à des gens vraiment de grande valeur et des leaders qui sont plutôt dans l'ombre. On n'est pas obligé d'être dans la lumière. Mais à un moment donné, il faut parler, je pense. Je pense que c'est incontournable pour un leader quand même. Ça m'amène à te poser une question qui peut être peut-être complexe, mais à t'entendre, on comprend qu'il y a plusieurs types de leaders. Est-ce que tu sais nous les définir dans les grandes lignes, nous dire quel type de leader il existe, quels sont les grands groupes de leaders? Effectivement, alors c'est vrai que la théorie, il y a plusieurs écrits là-dessus, mais on a les leaders dominants, typiquement un Steve Jobs à sa manière. On a les leaders de type... Pourquoi? Est-ce que tu peux juste nous détailler ça? Bien sûr. Alors, le leader dominant, c'est vraiment celui qui va avoir une vision extrêmement claire et qui va incarner son message
par sa personnalité avant toute chose. Donc, il va pas trop s'encombrer forcément de savoir comment se sent l'équipe, si le message est exactement bien passé. Il trace un peu sa route, il délivre son message, il délivre sa vision, et il faut suivre. C'est le leader dominant, typiquement à la Steve Jobs. Il illustre bien. D'accord. Pas forcément très pédagogique, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Ils sont beaucoup dans le pourquoi, pas trop dans le comment. Et dans le qui, et dans le voilà. D'accord. Mais évidemment, chaque type a ses avantages et puis on va dire, ses points d'amélioration. Mais c'est les leaders. D'ailleurs, j'aime bien. Tu parles pas d'inconvénients, tu parles de points d'amélioration. T'as remarqué. Et ensuite, tu as le leader plus de type empathique. Je te donne un exemple. Une Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est évidemment une femme de leadership incroyable. Elle a monté de rien un empire sur son image, mais aussi sur plein de choses. Plus que de rien, je pense qu'elle a construit sur de la résilience profonde. Ah ouais. T'as raison. Bah oui, voilà, bien sûr. Et ça, c'était son tout, finalement. Plus que de rien, tu as raison. Ouais. Avec ce qu'on aurait pu assimiler à des handicaps, des difficultés tellement énormes et des drames personnels tellement forts que oui, complètement. Et donc, elle est... c'est une leader, mais avec de l'empathie. Même on le voit quand elle fait ses shows, elle a même dans sa posture non verbale une attitude à l'autre qui fait état d'une grande présence. Et d'une bienveillance. Exactement, complètement. Et puis ça, c'est un leader qui porte plus, qui est plus dans l'émotionnel. Exactement. Tu as aussi la notion, troisième catégorie, je mets de côté les leaders autoritaires type dictateur parce qu'on n'a vraiment pas envie de parler d'eux. On en a trop entendu parler. Exactement. Il y en a encore trop. On voit ce qui se passe avec les guerres, donc on est rempli d'exemples malheureusement. Et puis troisième type, donc leader dominant, leader empathique ou bienveillant. Et puis, il y a les servant leaders, le servant leadership. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. C'est le leader, mais qui va plutôt être au service de son équipe. Donc, en fait, il va vraiment élaborer une vision, mais il va tellement impliquer les autres dans le comment est-ce qu'on la délivre. Il va être beaucoup dans l'interaction sur l'échange de feedback et d'avis. Donc, il va vraiment être dans le collaboratif. C'est très intéressant. Est-ce que ça veut dire que pour réussir, il faut d'abord définir le leader que l'on est? Pour pouvoir mettre en avant, justement, les points évidents de notre type de leadership? Ouais, c'est une super question. Je pense que oui, mais il faut partir de soi parce que tu sais, on a tendance, tu parlais d'axes d'amélioration, on a tendance à vouloir bosser en France surtout sur ses faiblesses, ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit revoir. Mais on aurait tendance on aurait beaucoup plus intérêt à mettre l'accélérateur sur nos forces naturelles. On en a toutes et tous, elles sont différentes, pour justement être capable. Voilà, c'est le chemin le plus court vers la réussite justement. Donc, axer ça d'abord sur ses forces et sur ses atouts pour avoir un leadership incarné et déterminer quel type de leadership on a. Alors, tu parlais de l'exemplarité. L'exemplarité du leader, moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. J'ai commencé très jeune et on m'a reproché parfois de ne pas imposer suffisamment de cadres, de ne pas imposer suffisamment d'exigences, d'être peut-être un peu trop dans l'émotionnel. Ça, c'est aussi quelque chose de très important en tant que leader, d'analyser justement ce que tu peux entendre de ton propre leadership, cette remise en question permanente qui te permet de construire, je sais pas si on construit un jour notre leader idéal, mais en tout cas d'aller vers ce chemin-là. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'un vrai leader se nourrit en permanence. T'as les leaders qui vont penser qu'ils sont leaders, qui n'écoutent plus, qui ferment les écoutilles, et ça c'est dangereux. Il y en a beaucoup. Ouais. Et je pense que quand tu es en permanence à l'écoute de ce genre de retour et même à l'écoute du monde de manière globale, tu nourris ton leadership et donc t'avances. Et c'est intéressant parce que je pense que toi, t'es une personne qui a un leadership naturel. Et donc quand tu dis, on m'avait reproché de pas trop rentrer dans les normes, les cases, en même temps un leader, c'est pas celui qui est dans les cadres et les normes. Ça c'est les très bons managers et il en faut. Mais un leader, il est fait pour tout le temps être en dehors des cadres parce que il innove, il essaye, et puis il est lui-même avec l'ensemble de sa personnalité. Même si on l'a vu, il peut y avoir des leaders plus discrets, plus dans l'ombre. Mais en tous les cas, il y a quand même une sorte de fait de cultiver sa différence. Après, je pense qu'effectivement, ça n'empêche pas d'avoir une certaine structure pour être le plus exemplaire possible. Mais ce qui est le plus important, c'est avant d'être fidèle à des soi-disant normes, c'est d'être fidèle par rapport à soi-même, à qui on est, à pas se trahir. Et donc, ça veut dire de se poser la question de est-ce que je suis au bon endroit pour délivrer mon message aussi. J'ai envie de te parler de phrases comme ça qui me vient à l'esprit au moment où on échange. Est-ce que l'abandon du leadership existe? L'abandon du leadership? Ça veut dire que tu es leader, voilà, tu diriges une entreprise, tu diriges une équipe, tu
tu l'accompagnes, tu la soutiens selon les différentes formes de leadership qu'on a évoquées. Et puis à un moment, juste parce qu'énergétiquement, tu n'as pas plus cette force-là, parce que c'est dur de porter, c'est dur d'emmener, est-ce que tu peux avoir juste envie d'abandonner ce leadership-là? Est-ce que tu as le droit de le faire? Comment on gère ça? Oui. C'est un sentiment qui est très partagé par les entrepreneurs. Complètement, parce que ça demande une énergie de dingue. Folle. Je pense que c'est possible, mais je pense que ça revient. Et en fait, le sujet, c'est quand même celui de la motivation. Et tu sais, c'est marrant, j'en parlais encore l'autre jour, c'est comme au Scrabble, Absatou. En fonction de là où tu mets tes lettres, tu sais, t'as les mots comptes doubles ou mots comptes triples. Si t'es au bon endroit, la question de la motivation, elle se pose beaucoup moins parce que t'as ce fameux flow, cette fameuse conviction, cette énergie. Et du coup, ta motivation, elle est décuplée, elle est triplée parce que t'es au bon endroit. Donc, si à un moment donné, ça fait défaut, je pense qu'il faut peut-être s'obstiner un peu, voir si c'est vraiment conjoncturel ou pas. Mais si ça continue, effectivement, il vaut mieux arrêter de perdre son temps, abandonner, ou du moins arrêter, pour mieux faire une pause. Ouais, parce qu'abandonner à ce moment-là, c'est pas... Bien sûr. C'est plutôt faire une pause. Pour se renourrir soi, et après être capable de redonner à un autre endroit. C'est difficile d'être, surtout dans le monde actuel, en 2022, d'être leader au même endroit tout le temps pendant toute une vie, c'est pas possible. Comment on peut le sentir, ça, que ça arrive? Tu parlais de la motivation, de l'énergie, mais est-ce qu'il y a d'autres indices? Ouais, je pense qu'il y a des signaux faibles, comme on dit, la fatigue, l'agacement, l'irritabilité, la perte de patience envers les autres. Maintenant, attention, je pense qu'on le vit toutes et tous. Ça arrive quand on est aussi dans des situations de stress. Quand on fait beaucoup de choses, c'est souvent le cas des leaders ou des multi-entrepreneurs. Mais c'est reconnaître, est-ce que je suis encore animée par ce que j'ai envie de porter? Ou est-ce que, les épaules sont lourdes, je suis fatiguée, et la fatigue intellectuelle rejaillit sur la fatigue physique. Donc, voilà. Important de reculer pour mieux sauter parfois, de se réénergiser aussi. Et en fait, ce que tu dis, ça invite, et moi j'aime bien cette idée de s'autoriser à se réinventer autant de fois que nécessaire. On a le droit, qui plus est en tant que femme, on a le droit d'être pluriel, et je crois qu'on a le droit, Absatou, de se contredire aussi à certains moments de nos vies. C'est ok de se dire, j'ai pas exactement la même attitude ni les mêmes croyances qu'il y a 5 ans. Et alors? Heureusement. Voilà. C'est-à-dire qu'on évolue. On est des êtres en perpétuelle évolution. Il faut s'autoriser à ça. Alors, est-ce qu'un leader est forcément patient? Non, je crois pas. Ou surtout pas patient, J'espère, d'ailleurs. sinon je suis pas un leader. Parce que alors moi, j'ai ce défaut, je suis une impatiente. Non, je pense que même, alors encore une fois, ça dépend, faut nuancer ça, mais c'est une des caractéristiques du leader. Il est tellement convaincu, il est tellement habité qu'il a envie que les choses avancent et que les choses avancent vite. Et bien sûr, faut conjuguer ça avec les individualités des uns, des autres, les aléas de la vie. On ne maîtrise pas tout. Voilà, donc bien sûr, c'est normal qu'un leader ait une certaine forme d'impatience. C'est d'ailleurs un problème parce que parfois, le leader qui a tendance à aller très vite ne prend pas conscience que les personnes en face de lui, elles ont besoin de prendre le temps d'intégrer son énergie, sa volonté, sa vision. Parce que lui, il a eu le temps de la mûrir, cette vision. Tout à fait. Et en face, pas forcément. Et ça, c'est un défaut qu'on constate beaucoup chez les leaders, c'est qu'ils pensent que tout le monde est à leur rythme. Oui. Complètement. Et ça peut occasionner de la frustration. Beaucoup. De la frustration, évidemment. Ouais, et des équipes qui ne suivent pas. Bien sûr. Ouais, ça, c'est compliqué à gérer pour un leader parce que forcément, tu as envie que tout aille aussi vite que ça va dans ta tête. Ouais. Mais il faut ce temps que ça infuse chez les gens. Ouais. Si on veut de l'efficacité dans la réalisation derrière. Exactement. Complètement. Alors toi qui es coach en leadership, quels sont les conseils clés que tu donnerais à quelqu'un qui démarre, qui se lance? On a défini les différents types de leadership, on a donné des éléments sur les qualités, les moins. Comment tu disais ça? Les axes d'amélioration. Les axes d'amélioration. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil essentiel pour être un bon leader? Je pense que ce qui est fondamental pour passer en fait de l'idée à l'action, c'est souvent ce qui fait défaut. On a des projets, après la mise en mouvement, et ça c'est quand même une caractéristique du leadership, c'est de se dire j'ai un projet, j'ai une envie, j'ai une conviction, comment maintenant de manière méthodique, je la breakdown, je la scinde en autant d'actions concrètes et terminables que possible. Je te donne un exemple, on parlait du podcast que j'ai créé il y a 2 ans. Si je me dis je vais créer un podcast, et si je veux mettre en action mon leadership par rapport à ce projet, c'est bien d'avoir l'idée, mais si j'avais juste laissé ça à l'état de je veux créer un podcast, on se serait reparlé maintenant, j'aurais rien commencé. Absolument. Donc c'est se dire de manière méthodique, ok, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Penser le matériel, trouver le titre, trouver les invités, ainsi de suite. Faire son plan. Faire son plan, et puis se dire au jour le jour, ok,
quelle est la prochaine étape sur la liste? Un leader plan. On ne parle pas d'un business plan, mais on peut parler d'un leader plan. Un leader plan, exactement. Leader plan. Ça, et puis ensuite... Excuse-moi, mais alors si on veut définir un peu plus ce leader plan, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on développera ensemble, mais le leader plan, ça veut dire, j'ai l'idée, je passe à l'action, comment je passe à l'action, comment je structure cette action, comment j'en mesure les résultats, de qui je vais avoir besoin. C'est un peu ce cheminement-là. Oui, c'est complètement ça. Ouais. C'est vraiment essayer de structurer ça au maximum, le poser par écrit. Mais une fois qu'on a fait ça, on le met de côté. Et tu sais, moi je trouve qu'un leader, un entrepreneur, c'est un peu celui qui saute dans le vide et qui construit le parachute en même temps. Pendant la descente, il y a beaucoup de ça, sinon on passe jamais à l'action. Bien si sûr. on attend le fameux alignement des planètes, il est quand même rare. Ouais. Donc et oui. surtout, on ne sait jamais comment ça va se terminer, même si on est sûr de son coup, on est moins sûr, on ne sait jamais. On fait des plans et puis après il y a c'est ce qu'on appelle la surprise. C'est ça, exactement. Ouais, c'est un beau mot. Donc oui, et puis se laisser surprendre aussi et pour ajuster aussi en permanence en fonction des aléas, des bonnes, des moins bonnes surprises, être dans l'ajustement perpétuel. Donc avoir un leader plan. Et puis après, s'autoriser à avoir de l'imprévu et être OK avec ça. Ouais. Tout va pas se passer comme prévu. Faut le mettre dans le plan. C'est un peu comme dans un couple. Mettre dans le plan. Oui. Ça veut dire que t'as pas envie que tout soit prévu, t'as pas envie d'une routine en fait. T'as envie d'avoir des surprises. De la spontanéité, exactement. Ouais. Et ça, faut le mettre sur le leader plan. Faut mettre, on détaille tout et après, se dire que rien ne se passera comme prévu. Et qu'on construit le parachute en même temps qu'on descend. C'est génial. Ouais. C'est génial. Est-ce que t'as un autre conseil extrêmement important pour toi, on peut pas terminer sans celui-là? Écoute, moi j'ai envie qu'on termine, Absatou, si ça te va, sur le fait de sans cesse s'autoriser à rêver grand. Mais tu sais comme font les enfants qui s'imaginent que tout est possible. Et en fait, tout est possible. Tout est Donc possible. garder cette résilience de l'enfant et cet émerveillement et cet enthousiasme de se dire « Waouh, pourquoi est-ce qu'on va pas construire un truc de malade ?» Garder ce rêve d'enfant. Garder ce rêve d'enfant. Ne pas se laisser limiter et ne pas accepter que ce terme impossible soit posé sur notre cahier. Et je parle de cahier parce que ça s'apprend dès le plus jeune âge. Mais totalement. Et en fait, nous, en tant qu'adultes, on doit s'entraîner et s'exercer à remuscler ça parce que toute la société et beaucoup de personnes, malheureusement, sans le vouloir, ont tendance à détruire cet enthousiasme naturel, à montrer tout ce qui n'est pas possible. À poser des barrières comme ça, spontanément. Donc nous, il faut s'entraîner en permanence à faire l'inverse et à revenir à notre état d'esprit d'enfant. Tu sais, une anecdote, mais je me souviendrai toujours de ce chauffeur de taxi à New York qui me dit, mais ici tu gagnes $100, on te dit, waouh, comment tu fais, qu'est-ce que tu vas en faire, comment tu vas transformer ça, où est-ce que tu vas, toujours vers autre chose qui te fasse vibrer, qui te fasse rêver, alors que dans d'autres sociétés, on a tendance à nous dire, non mais t'as fait comment, et à développer plutôt une suspicion, poser tout de suite des barrières, dire, ok, maintenant que t'as ça, il faut te limiter à ça. Complètement. Non, il faut rêver grand, comme tu viens de le dire. Rêver grand. Tu rêves encore? Ah bah tous les jours. Tous les jours. Et toutes les nuits quand je dors. Ouais. Jamais de cauchemar? Rare. Non, franchement rare. Parce qu'énergétiquement, finalement, tu remplis la bonne énergie. Oui, mais honnêtement, cauchemar, non, ça va. On rêve grand. On rêve grand. On rêve grand. On sort ce mot cauchemar. On rêve. On aura des difficultés sur le chemin. C'est la particularité d'un leader. Puis on vise la lune et au pire, on atterrit dans les étoiles, comme dit la phrase. Est-ce qu'on peut se dire aussi que tu reviendras? Ah bah, avec plaisir. Pour nous parler encore de leadership, parce que le leadership change régulièrement, progresse régulièrement. Il se réinvente, on se réinvente, il évolue et complètement. Donc, avec grand plaisir, Absatou, pour revenir. Tu nous prépares d'autres secrets? T'inquiète pas. Tu viendras nous aider. J'ai ça dans mes bottes secrètes. Merci, ma chère Laura. Merci beaucoup, Absatou. Déposé sur la table toutes tes connaissances, en tout cas une partie. Hein, il m'en reste encore. Tu reviendras avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis dans l'école des boss. Un invité, une masterclass. Je pense que celle-là a été vraiment, vraiment top. Merci.